De Paris Direct et de ce débat autour du modèle français. Nos invités sont toujours là. Caroline Fourest, qui est chroniqueuse au Monde et essayiste, et qui nous rejoint ici toutes les semaines. Il y a Christian Van Est, député UMP du Nord, et puis Pascal Blanchard, historien et auteur d'un recueil qui s'appelle Les guerres de mémoire, la France et son histoire, avec de nombreuses contributions d'historiens. Alors je me tourne vers l'homme politique que vous êtes, Christian Van Est. On évoquait cet amendement que vous avez déposé, puis qui finalement a été voté 4 fois. Et retoqué au final. Pas retoqué, non, il a été déclassé. On n'existe plus dans le corps législatif. Mais peut-être que votre question me permet de vous répondre. Alors non, mais ma question, c'est de quoi se mêlent les politiques quand ils parlent d'histoire? Donc, en fait, que les politiques soient intéressés par l'histoire, c'est l'une évidence. Oui, mais enfin, qu'est-ce qui motive la politique? C'est évidemment l'intérêt pour l'avenir du pays dont on est membre. Et donc, qu'on s'intéresse à son passé pour mieux comprendre ou préparer son avenir, c'est une évidence. Nous sommes tous passionnés d'histoire. Que maintenant on se mêle d'histoire, ça c'est une autre question. Et effectivement, si on se mêle de l'histoire comme vérité, la loi n'est pas faite pour établir la vérité. La loi est faite pour établir des normes et pas pour établir la vérité. Le problème, c'est qu'on a commencé et que lorsque j'ai déposé mon fameux amendement, il y avait déjà 3 lois qui s'étaient mêlées de vérité. La loi janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915. Loi 5 mois plus tard, reconnaissance de traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, puis notamment. Et auparavant, Guesso. Et puis 2005, loi donc, évoquant. Ça fait 4 lois. Voilà. Alors, vous, l'historien que vous êtes. Mais j'aurais aimé terminer quand même. Oui. Si vous... Bon, alors, pardon. Je vous laisse terminer. Non, mais c'est très simple, si vous voulez. Ça n'est pas au Parlement de fixer la vérité historique. Le Parlement est fait pour fixer des normes. Cela étant dit, comme ce sujet est passionnant et qu'il concerne l'identité nationale, qui est un sujet tout à fait digne du Parlement, eh bien, on a trouvé une solution avec la réforme constitutionnelle de l'année dernière. On peut très bien aborder ce type de sujet à travers des résolutions. C'est ce que font la plupart des pays. Et d'ailleurs, le commentaire de la loi sur les Arméniens, par exemple. Plus des lois, non, ça sera des résolutions. Voilà, on dit il faudrait. Mais ce n'est pas une loi. C'est simplement une intention qui est marquée par le Parlement. Et en ce qui me concerne, ce que j'avais proposé était davantage une résolution qu'une loi. Simplement, à l'époque, la Constitution ne nous permettait pas de le faire. Et en matière de politique, les bonnes résolutions, on sait ce que ça donne. Pascal Blanchard, le fait que les hommes politiques se mêlent d'histoire, ça agace l'historien que vous êtes? Pas du tout, c'est une tradition française. C'est une vieille tradition la française. première loi républicaine date de 1873, qui est une loi sur les monuments en France. Donc ça a toujours existé. Je veux dire, des lois mémorielles, on a toujours eu. Celles-là sont très particulières. Parce que d'abord, elles sont récentes. La loi Guesso, à l'époque, n'avait pas été vue comme une loi mémorielle. Il faut quand même le rappeler. Elle est venue a posteriori dans la team des 4. La loi Guesso, elle est là pour lutter contre l'antisémitisme à ce moment-là. Donc son versant que certains ont pu dénoncer ou d'autres trouvaient positif de pouvoir favoriser ou non, en fonction des points de vue, la recherche dedans, notamment on sait très bien qu'elle luttait contre toute forme de révisionnisme, ça a été perçu très tardivement avec la loi Taubira, la loi sur les Arméniens et la loi de 2005, qui au départ non plus n'était pas du tout une loi mémorielle. C'est l'article 1 et l'article 4 qui ont fait de la loi de février 2005 une loi qui peut être ou non perçue. Positifs de la première, c'est plus complexe que ça. Elle rend hommage à l'œuvre des Français outre-mer. Celle-là est toujours en place, parce que l'article 1, lui, n'a pas été déclassé. Ce qui dérange beaucoup plus les historiens que l'article 4. Pourquoi? Parce que ça signifierait que nous devrions tous être fiers, et ça c'est toujours une loi de la République, de l'œuvre. Mais la notion d'œuvre, ce n'est pas un point de vue d'historien. Définir que quelque chose dans l'histoire est une œuvre, c'est lui donner un caractère par de facto positif. Donc donner un point de vue. Mais en quoi nos députés, nos sénateurs, quasi à l'unanimité, on en parlait tout à l'heure, M. Van Est, peuvent juger si l'action coloniale est une œuvre? Mais ont-ils les moyens? Avec quelle armature? Parce qu'il nous parle de 3 le fait que maintenant ils ne prennent que des résolutions. Non, attendez, cette loi est toujours en place. Ouais. Attendez, vous m'avez posé ce qui dérangeait l'historien. C'est qu'il y a au sein de la République une loi votée, alors là on peut le dire par la quasi-totalité de nos députés et nos sénateurs, 2 fois au Sénat, 2 fois au Parlement, qui considérait que le mot œuvre serait le jugement de la nation sur le passé colonial. Je dis c'est troublant. C'est troublant parce qu'il n'y a qu'un seul pays au monde qui a voté une loi équivalente, c'est le Japon, sur son passé colonial. Il n'y a que le Japon. Vous prenez toutes les puissances coloniales, il y a de l'ambiguïté, il peut y avoir des débats, les Portugais ont encore un regard très particulier sur l'histoire. Il y a très peu de temps, Gordon Brown donnait un jugement en disant « Maintenant on peut parler avec même presque glorification de l'histoire impériale », mais aucun texte de loi en Angleterre rend hommage à l'œuvre des Français outre-mer. C'est là où nous les historiens on est choqués. Oui, je finis, monsieur Vanès, je ne vous ai pas coupé, je termine juste par une phrase, c'est ça qui me dérange. C'est que nous derrière on doit, en tant qu'historiens, excusez l'expression, se battre face à nos élèves,
face aux jeunes chercheurs, pour expliquer qu'on ne peut pas faire de l'histoire comme des épiciers, avec le positif et le négatif. Les épiciers, c'est les hommes politiques? Non, c'est le calcul. C'est le positif-négatif. C'est de vouloir en permanence penser qu'on va compenser. Non, parce que vous n'êtes pas les seuls à penser comme ça. C'est tous ceux qui voudraient nous dire, alors écoutez, il y a 3 hôpitaux contre 1 porteur de valise, il y a 1 mort contre 2 blessés soignés. Mais ce n'est pas ça l'histoire. C'est beaucoup plus construit, complexe, avec des dialectiques à essayer d'analyser. On n'en est pas au stade de dire, alors faisons la liste. Imaginez qu'on doit juger l'histoire napoléonienne. Alors si on est italien et espagnol, vous imaginez la note. Alors, Napoléon, positif, négatif. Jeanne d'Arc, positif ou négatif? Mais vous vous rendez compte? Mais vous savez qu'on pourrait faire des quiz et organiser des jeux sur l'antenne. Ce qui est dramatique, c'est que ceux qui font nos manuels scolaires dans notre pays, ceux qui sont les enseignants qui sont face à des classes, et notamment dans des quartiers, par exemple, dits difficiles, et qui doivent affronter le regard des gamins, qui ont déjà du mal à entendre parler de certaines histoires, parce qu'ils sont pas forcément à l'aise dans leur propre destin ou leur propre légitimité sur le territoire. Et en plus, on leur rajoute derrière l'auréole du « attention, positif, négatif, trouver le bon équilibre ». Mais il faut que, au lieu de voter ces lois, nos parlementaires devraient aller dans les écoles et se rendre compte de la difficulté du métier d'enseignant pour parler de l'histoire de notre pays. Caroline Forest, puis vous aurez sans doute quelque chose à dire là-dessus, M. Juste pour rectifier un tout petit peu le contenu des enseignements dans l'école publique, en tout cas moi je fais partie d'une génération auprès de qui on a glorifié la décolonisation et les luttes pour l'indépendance dans les écoles publiques françaises de la part d'historiens. Et dans ce qu'on est en train de dire sur les lois mémorielles, il faut bien différencier les choses, parce que la loi Taubira, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, ne dit pas ce qu'il faut penser de l'histoire. Effectivement, c'est une loi qui classe, qui fixe une norme, donc c'est tout à fait dans la vocation du législateur. Sur la question du génocide arménien en Turquie, c'est quand même un peu plus délicat, parce que là, on est en train d'écrire un jugement et une norme sur une histoire qui n'est pas l'histoire nationale, c'est un petit peu gonflé. Par contre, quand effectivement on pense à, c'est ce que vous venez de dire, émettre un jugement en positif ou en négatif sur l'histoire, ou à essayer de le valoriser ou non, là, on sort du cadre de la norme dont vous parliez, M. Vanès, et là, on rentre dans un terrain miné. Et je finis sur la loi Guesso, c'était encore autre chose. La loi Guesso, c'est effectivement pour lutter contre le négationnisme, le révisionnisme à tendance antisémite. Il faut bien comprendre cette loi. On est dans un pays où on a déporté, collaboré, exterminé. Si en Afrique du Sud, des gens venaient expliquer aujourd'hui que l'apartheid n'a jamais existé et que les Noirs étaient extrêmement heureux sous cette période, ça créerait des demandes aussi revendicatives très fortes et peut-être des lois de ce type. Donc chaque loi a sa raison d'être, n'est pas exactement au même niveau. Un mot, Christian Vanès, je voudrais qu'on regarde une image. On a une préoccupation qui est tout à fait distincte de celle des historiens. C'est tout simplement de faire en sorte qu'il y ait des citoyens qui soient parfaitement intégrés à ce pays et parce qu'ils sont fiers d'être membres de ce pays. Et pour cela, il faut effectivement qu'ils aient un regard sur l'histoire qui leur permette d'en être fiers. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on voit systématiquement les historiens dévaloriser le passé de la France, ne s'intéresser qu'à ce qui noircit ce passé, c'est-à-dire ceux qui contribuent à faire des Français des névrosés par rapport à leur histoire, on doit réagir. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons non pas être des épiciers, mais tout simplement un petit peu aller des psychanalystes de l'histoire. Rappeler qu'on a aussi un passé qui permet d'être bien. Est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à l'autre, d'une histoire un peu caricaturale, l'image d'Épinal, à aujourd'hui effectivement un tableau plus noir? Vous voulez le dire, il n'y avait pas de moyens il y a 30 ou 40 ans pour faire l'équivalent de la Indigène. Je vais vous donner un exemple. Non, je finis là-dessus. C'est ce film qui raconte la saga de ces anciens combattants venus d'Afrique du Nord qui ont participé à la libération du territoire national. Attendez, j'en parlais avant que le film sorte. Mais on n'a pas dit que vous en parliez. Tout le monde le savait. Mais M. Vanès, on est content que vous le saviez. On a décristallisé avant que le film sorte. Mais M. Vanès, ce n'est pas le propos. Ce que je vais expliquer par là, c'est que par rapport à une histoire mythologique, on le sait très bien que c'est par coup de butoir qu'on fait bouger un État quand il est comme ça fixé. Je rappelle une chose qui est très simple. L'histoire coloniale est importante dans ce pays, M. Vanès vient de le dire. L'histoire de l'esclavage, je la trouve un peu secondaire, moi plutôt importante. Il n'y a pourtant, dans ce pays, aucun musée. Dans un pays qui a quand même le pays des 5000 musées. Aucun musée ne raconte pour nos enfants. Ça devrait être une préoccupation de nos députés. L'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage. Ça devrait être plutôt la préoccupation de nos députés de créer des lieux de savoir. Il y a un musée de l'histoire de France qui est en préparation. Voilà, c'est pas encore où il va être installé. A priori Fontainebleau. Peut-être à Fontainebleau. En tout cas, le patron de la mission de préfiguration et aussi le patron du. Qu'est-ce qu'on met dans ce musée de l'histoire de France? Il y a un rapport qui l'explique très bien, le rapport Lemoine. Le rapport Lemoine, tout ce qui ne fait pas de mal à la France. Il commence d'ailleurs cette phrase au début de son rapport, d'une certaine manière, cette mémoire qui serait blessée aujourd'hui, c'est un peu la dialectique de M. Vanès. En gros, il faut parler que des éléments qu'il juge positifs de notre histoire pour cette notion de fierté de la France. C'est ça Et donc on nettoie. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous abordez l'esclavage et la colonisation. Et moi je vous réponds, oui, j'aborde la colonisation. La colonisation française, celle du 19e siècle, qu'est-ce qu'elle a fait ?
Elle a mis fin à l'esclavage en Afrique noire. C'est ça la réalité. Un type comme Brazza, pourquoi croyez-vous qu'il soit enterré au Congo-Brazzaville? Pourquoi croyez-vous que le Congo-Brazzaville est conservé? Il avait demandé de retirer là-bas. La réponse est simple. Enfin, les historiens sont utiles de temps en temps pour des réponses comme celle-là, par exemple. Pourquoi croyez-vous? Parce qu'il l'a demandé. Oui, écoutez, il y a beaucoup de gens qui demandent des choses, on ne leur donne pas forcément. Si le Congo-Brazzaville a précisément conservé sa capitale, Brazzaville, et a accepté donc que la dépouille de Brazza passe d'Alger à Brazzaville, c'est tout simplement parce que le Congo-Brazzaville est conscient d'avoir une très grande dette envers ce très grand homme qui a effectivement libéré cette région avec l'accord qu'il a passé avec le roi Bakoko, très exactement. Il a libéré cette région de l'esclavage. Ce qui prouve d'ailleurs, entre nous soit dit, que l'esclavage ne concernait que très marginalement la France, et cela à partir du XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe, et plus du tout à l'époque de la colonisation. Nos auditeurs entiers vont être intéressés de savoir que ça concerne que très marginalement la France. Très marginalement. Ça ne concerne pas du tout la plus grande partie de la métropole. Et donc, cela vous montre à quel point il y a une façon. Cela vous montre à quel point il y a une façon de vous parler de la colonisation de manière positive, tout en acceptant aussi l'idée qu'elle a eu des aspects négatifs. Mais en oubliant... On pourrait parler de ces grands explorateurs. Alors, non mais attendez, moi ce que j'ai observé tout à l'heure, c'est quand on essaie de montrer qu'il y a du négatif et du positif, on est un épicier. Non, on n'est pas un épicier précisément. On est tout simplement un citoyen qui cherche à faire des Français d'aujourd'hui également des citoyens, et notamment des jeunes Français. J'ai très peur qu'un certain nombre de professeurs d'histoire fassent exactement le contraire, c'est-à-dire font des jeunes Français des gens qui ne savent pas exactement qui ils sont, ni d'où ils viennent, ni où ils peuvent aller. Et ça, c'est un véritable drame. Voilà. Caroline Forest. Juste pour vous rassurer, je vous disais tout à l'heure que mon professeur d'histoire m'a plutôt appris à aimer la lutte pour l'indépendance. Ça n'empêche pas d'aimer la France et le modèle français. Je vous rassure sur ce point, monsieur Vanès. Non, mais je pense que tous les écoliers sont aussi à faire cette part des choses. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que dans cette partie, encore une fois, de la mémoire bouillonnante, il y a des tentations des deux côtés d'essayer de... Il y a la tentation de vouloir dire que regarder en face l'histoire, c'est forcément vouloir apprendre la haine de la France. Et puis en face aussi, c'est vrai, il y a une tentation victimaire aujourd'hui qui cherche à utiliser un certain nombre d'épisodes historiques pour monter les minorités les unes contre les autres. Et ça, on ne voyait pas il y a quelques années. Moi, je reviens une seconde sur l'épisode Dieudonné parce que je fais aussi partie de cette génération. Donc cet humoriste qui aujourd'hui pense que pour faire parler de la question noire et de la question de l'esclavage, qui est une préoccupation qu'on partage, il se croit obligé d'inciter à la négation d'autres crimes contre l'humanité, contre la Shoah, en faisant monter sur scène, par exemple, M. Forisson, qui est le spécialiste du genre. C'est vraiment... condamné. Mais c'est une régression par rapport aux années antiracistes qu'on a connues. On était tous mobilisés ensemble contre le Front National, contre les négationnistes, qu'ils soient racistes ou antisémites. On a tous ri avec un humoriste comme Dieudonné contre l'extrême droite. Aujourd'hui, Dieudonné fréquente l'extrême droite, utilise les mêmes méthodes sur la question juive, parce qu'il pense encore une fois que la mémoire, c'est une histoire de concurrence. Mais c'est pas une histoire de concurrence. On peut à la fois reconnaître le drame qu'a été la Shoah, à la fois reconnaître le drame et le crime contre l'humanité qu'a été l'esclavage, sans les mettre en concurrence, ni mettre les juifs et les noirs en concurrence. Et j'ajoute une chose, c'est qu'on n'est pas aussi obligé de tout mélanger dans la course à la souffrance. L'extermination, c'est l'extermination. L'esclavage, c'est l'esclavage. L'exploitation coloniale, c'est l'exploitation coloniale. Ce sont des modes d'oppression qui ont des chemins différents. Et c'est là où le regard historique il est encore trop tôt pour avoir un regard apaisé sur ces questions-là. Pas forcément. Il y a des questions qui rentrent plus facilement dans mon histoire, et pourtant c'est des histoires dures. Le meilleur exemple, c'est que l'histoire de la torture, par exemple, est aujourd'hui quelque chose qui est plutôt rentré fortement, difficilement, mais qui aujourd'hui fait partie du background commun de notre société. On le sait. Plus complexe à comprendre, en quoi nous avons été pénétrés par cette histoire coloniale. L'impact ici, on a du mal à comprendre que peut-être on a aussi un petit bout de notre histoire à décoloniser pour apprendre le présent autrement. Pourquoi il y a une problématique avec une partie de l'immigration et pas l'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas des liens entre le passé et le présent ? Est-ce qu'on ne peut pas, en comprenant mieux le passé, mieux comprendre les problématiques du présent ? Ça veut dire quoi le regard sur l'autre ? C'est toutes ces questions qui sont complexes. Il n'y a pas de réponse facile. En tout cas, le passé, on le voit, a des résonances encore considérables aujourd'hui. On ne va pas terminer de trancher ce débat ce soir, mais je vous remercie tous les trois d'être venus y participer. On va marquer une pause et puis on va continuer à parler de la France, mais sous forme d'actualité, et on va notamment parler de Dominique de Villepin. Passé, oui, vous le connaissez, il est de votre parti. Il est passé en quelques jours du prétoire à la tribune politique. Il est, dit-il, la meilleure alternative républicaine à Nicolas Sarkozy. Et c'était hier soir dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Restez avec nous, on en parle dans un instant.
Regardez France 24 en direct sur votre téléphone portable. Partout dans le monde, sur la plupart des mobiles. Quel que soit votre opérateur, retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. Merci de nous rejoindre sur France 24. Rendez-vous sur notre site internet france24.com, rubrique mobile. Choisissez votre modèle, renseignez votre numéro de téléphone et recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct. Et ne rien rater de l'actualité internationale en continu sur votre mobile.